Tant mieux que certains jours dans nos vies fassent comme des crêtes au-delà desquelles on sent bien qu'on bascule, quand en dessous les pointes rocheuses font se lever la mer, et qu'alors certains jours, oui, il faut les contourner prudemment, comme on passe un mauvais cap à la voile. Bonsoir à vous et bienvenue pour cette deuxième saison de la Bibliothèque Vagabonde. Nous sommes ici à Brest, installés dans l'un des hôtels historiques de la ville, l'hôtel Le Continental avec son style art déco. Brest, la ville natale de l'auteur que nous avons le plaisir de recevoir ce soir, Tanguy Viel. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Votre dernier roman, La fille qu'on appelle, qui vient de sortir aux éditions de Minuit, ne se déroule pas ici, mais dans une autre ville en bord de mer, en Bretagne, une ville avec son bar, sa mairie dans un château, ses remparts, mais pourquoi ne jamais nommer Saint-Malo? Pourquoi avoir choisi ce cadre également? D'abord, sans doute à cause de l'histoire, qui quand même relève en partie du fait divers, et donc je ne voulais pas assigner certaines personnalités malouines, alors que ce n'était pas d'elles dont il était question, et que ça reste une fiction. Donc en ne nommant pas la ville, ça permettait de ne pas prêter à confusion. Après, ça fait longtemps que Saint-Malo me trottait dans la tête, parce que c'est une ville qui... Alors, a d'autres qualités esthétiques que Brest, à savoir que pour moi, c'est une ville qui est très théâtrale dans sa façon d'avoir disposé sa vieille ville, son casino, parce que c'est un élément important du roman, mais ce front de mer, tout ça est très, comment dirais-je, très stylisé en fait. Et ça faisait des années que je me disais quand même, Saint-Malo, ce serait une sacrée ville. C'est une ville un peu kafkaïenne en fait, avec ses remparts, son dehors, son dedans, sa mère qui est là et qui surveille un peu tout ce qui se passe. Ce livre débute par un interrogatoire de police avec l'un des personnages clés, Laura, une jeune femme d'une vingtaine d'années, fille d'un boxeur de renom, devenu chauffeur du maire de la ville, maire que la jeune fille a rencontré afin d'obtenir un logement. Donc c'est une histoire d'emprise, de prédation sexuelle, très imprégnée de l'air du temps. Comment ce sujet s'est-il imposé à vous ? Je dirais un peu en deux temps, parce qu'au départ, je voulais faire un roman sur la boxe, et ce roman sur la boxe était très empreint d'images liées au cinéma. Et au bout d'un moment, alors que je travaillais ça, il y avait quelque chose qui n'était pas assez incarné, paradoxal pour la boxe, mais en tout cas, c'était... je voyais bien que j'étais dans les limbes de l'imaginaire, justement, de Raging Bull, de Rocky, etc. Et donc j'avais besoin d'un moment de quelque chose qui m'ancre dans le présent. Et à ce moment-là, j'ai rencontré, si je puis dire, la question du consentement, puisque c'est de ça dont il est question, à travers son exposition médiatique des 5-6 dernières années, et puis tous les scandales qui ont pu... irradié autour de ça. Donc c'est le croisement de ces deux choses qui font que le boxeur et la jeune fille sont devenus un père et une fille, en fait. Alors vous le disiez justement, cette question du consentement, Laura, est-ce que finalement elle a vraiment le choix de dire non? Vous essayez de le comprendre lors du premier rendez-vous avec le maire, et là on vous voit disséquer vraiment chaque seconde. Comment est-ce qu'on crée cet effet de loupe? Il y a à la fois un côté balsacien, sans doute, dans la façon d'essayer de raconter une histoire et de faire une aquarelle des mœurs, si on peut dire. Mais il y a aussi un moment, pour rentrer vraiment dans le détail de chaque scène, il me fallait des outils. Quand je dis plus psychologique, je pense à des auteurs comme Proust, par exemple, où il fallait vraiment rentrer dans l'inframince, le moléculaire de ce qui se passe entre des êtres et qui ne passe pas par le langage. Et ces rapports de force sont à la fois des rapports qui sont des rapports qu'il faut mettre en scène dans des situations données, et puis qui sont aussi des rapports qui sont joués à l'avance, puisque c'est des rapports de force, soit des rapports de domination sociale, soit d'âge, soit de genre, soit etc., etc. Soit les trois à la fois. Soit les trois à la fois. Dans le cas de Laura et le maire, c'est ça. Alors, outre Laura, il y a son père, Max Lecor, boxeur aux grandes heures de gloire et en pleine renaissance après une traversée du désert. Pourquoi, vous l'avez dit, ce monde de la boxe vous fascine-t-il ? Ce qui me touche le plus dans la boxe, c'est l'idée qu'il y a toujours une sorte d'idéal de la présence, d'être là au bon moment, de donner le bon coup de poing. C'est l'hyper-présence, quoi. Et même à certains égards, c'est ce que je pourrais rêver quelquefois pour l'écriture, c'est-à-dire être vraiment là, totalement là, en pleine lumière dans la scène. Et c'est des moments qui n'arrivent pas souvent, même dans une carrière de boxeur. C'est pour ça que ça fait des bons films ou des bonnes mythologies, qu'on est tous fascinés par Mike Tyson ou je ne sais pas, parce que c'est des gens qui, pour quelques moments où ils sont dans un absolu de lumière, pour tout le reste, ils sont dans la fragilité, l'échec, l'ombre, quoi. Il y a également cette figure du maire, la figure tout-puissant, du maire qui va même devenir ministre. Laura dit, dans un monde normal, on n'aurait jamais dû se rencontrer, dans un monde où chacun reste à sa place. Vous écrivez en fait une fable politique ?
Une fable, oui. Bah oui, une fable politique. Oui. J'aime bien beaucoup le mot fable pour ce livre. J'ai beaucoup pensé en l'écrivant. Aussi à cause de la simplicité de l'intrigue, le fait que c'est un livre qui, je crois, va assez droit. Et puis, s'appuie sur un rapport de force et en même temps très ambivalent entre des personnages, ce qui fait que je ne dis pas que ça pourrait être une fable de La Fontaine, mais il y a cette simplicité de la fable. Et au fond, dans la fable, il y a quand même une morale, donc il y a de la politique, c'est vrai. C'est un thème qui a d'ailleurs touché les jurys du prix Goncourt, du Goncourt aussi des lycéens, puisque vous figurez dans la liste des nominés. Comment avez-vous ressenti cette nomination? C'est une satisfaction? C'est une pression? C'est-à-dire, oui, pression au sens où le problème, à partir du moment où ils vous mettent sur la liste, c'est que vous vous dites, forcément, il y a une part de vous qui vous dit, ah ben tiens, peut-être que ça va arriver. Donc le problème de cette liste, c'est qu'il y en a 15 de trop quand même. Mais j'ai besoin de vendre des livres parce que j'essaye de vivre de ça. C'est en ce sens-là que j'espère qu'un prix ne peut être que la cerise sur le gâteau, c'est-à-dire que le livre marche déjà, quand même. Indépendamment des prix. Voilà, vraiment, ouais, c'est très très important. Ouais. C'est le moment à présent d'ouvrir le tiroir des jeunes lecteurs, et cette fois-ci, évidemment, une sélection spéciale rentrée. Et notamment ce petit album destiné aux plus jeunes qui découvrent la maternelle, Cookie à l'école, de la brestoise Marion Coquelicot. Un livre très coloré et surtout à manipuler, avec des petites portes à ouvrir, des personnages à déplacer. C'est chez Fleurus. La rentrée a aussi inspiré la costard-mauricaine Oriane Lallemand. Son célèbre loup n'a jamais été à l'école et bien sûr cela lui manque. Mais au-delà du tableau, des élèves, qu'est-ce que l'école idéale? Réponse avec cet album illustré par Éléonore Tuillier et publié chez Ozu, le loup qui voulait aller à l'école. Tanguy Viel, quelle place tenait la lecture quand vous étiez enfant? Est-ce qu'il y a eu des livres vraiment importants qui ont peut-être même décidé de votre vocation? Oui, c'était, je pense, l'univers même du livre. J'allais en bibliothèque, etc. Il y avait une bibliothèque dans la maison. Très vite, je pense que ça a dessiné un horizon social, par exemple, de dire être écrivain, ça doit être bien d'être écrivain. Mais c'était très nébuleux tout ça. Et puis il y avait des lectures, effectivement, d'enfance. Il y a eu Jules Verne, il y a eu Stevenson, mais souvent, quand je repense à cette époque-là, vers 10-12 ans, le livre important, c'était Le Colonel Chabert de Balzac. Alors, on va poursuivre notre discussion avec le grimoire des confidences que je vous invite à attraper dans la bibliothèque et découvrir les messages qui s'y trouvent. Littérature ou cinéma? Alors, pourquoi vous choisissez l'un plutôt que l'autre? On connaît votre passion pour le cinéma. Est-ce que vous pourriez passer de l'autre côté, justement? Ouais, mais le cinéma, c'est un art collectif, c'est terrifiant, quoi, parce qu'il faut être chef d'entreprise pour être cinéaste. Hein. Le cinéma, il faut d'abord penser la chose, ensuite la faire. Et tout le temps. Par exemple, il faut pouvoir présenter son projet à un producteur, alors qu'on n'a encore rien fait, on a juste fait le projet. L'avantage de la littérature, c'est que vous n'êtes pas obligé d'avoir votre projet clé en main avant de commencer votre livre. Les deux vont ensemble, vous passez votre temps à construire votre projet en même temps que vous écrivez. Il y a quelque chose aussi qui fait que la littérature, c'est une chose que vous pouvez faire partout, n'importe quand. Même, je dirais, que vous pouvez faire en marchant dans la rue, puisque ça se passe entre vous et vous. Et ça, c'est tout ce que le cinéma ne permet pas. Je vous laisse attraper le suivant. Alors, lecture en silence ou à haute voix? Ça m'arrive de me lire à haute voix sur une page, mais très sincèrement, très vite, ça me fait peur. Et surtout, je suis trop sensible, je crois, à la musique de la phrase et je perds un peu le sens de ce que je veux faire. Et donc, en fait, je trouve qu'il existe entre les deux, là, entre lecture silencieuse et lecture à voix haute, il existe une voix intérieure qui permet d'être à voix haute à l'intérieur, qui serait plutôt ma façon de faire. C'est le moment d'ouvrir le tiroir des libraires. Aujourd'hui, c'est Brigitte Decouvelère de la librairie La Petite Marchande de Prose à Montfort-sur-Meux qui partage avec nous son coup de cœur. Mon grand coup de cœur aujourd'hui, c'est le livre d'Anne Patchett qui s'appelle La Maison des Hollandais. Un très beau roman, un très gros roman qui raconte l'histoire d'un frère et d'une sœur qui habitent dans une magnifique maison, cette fameuse maison des Hollandais qui donne son titre au livre, et qui vont traverser la vie à deux, avec courage. Et ils sont vraiment secoués parce qu'en plus leur maman est partie, a quitté cette maison quand ils sont tout petits, et ils vont vivre leur vie sans elle. Et c'est très beau, très puissant, et ce qui ressort de ce livre, c'est vraiment l'amour qui les unit et qui les aide à traverser toute leur vie. Et voilà pour ce conseil lecture. Poursuivons avec notre rubrique 4e de couverture, l'occasion de découvrir un auteur brestois qui vient de publier son premier roman et a été déjà primé. Je m'appelle Jean-Christophe Beaucou, j'ai 51 ans, je vis à Brest. Je suis musicien professionnel depuis une trentaine d'années
Et je suis l'auteur de La Vierge jurée, qui a reçu le prix du suspense psychologique 2021 et qui est paru aux éditions Nouveaux Auteurs. Alors c'est l'histoire d'une traque à travers les Balkans. C'est un petit garçon en fait qui est poursuivi par les tueurs à gages lancés à ses trousses par son père qui est chef de mafia en Albanie. Et ce petit garçon va être aidé par deux personnages, Marcus Orban qui est un tueur à gages lui aussi mais qui cherche à raccrocher, et Skander, le personnage de la Vierge jurée qui donne le titre du roman. Je suis parti d'une photo d'enfants abandonnés dans un orphelinat en Roumanie sous l'ère Ceausescu. Et j'ai commencé à écrire et décrire ce que je voyais. Et de fil en aiguille, c'est devenu une espèce de petite nouvelle que j'ai ensuite augmentée en me baladant un peu partout dans les Balkans, d'Albanie en Roumanie pour finir en Bulgarie. Et voilà, toute cette histoire est devenue un roman qui au final est un thriller psychologique matiné de western contemporain. Marcus Orban pouvait passer les après-midi entiers dans le métro, les écouteurs vissés sur les oreilles. Debout au fond de n'importe quelle rame, sur n'importe quelle ligne. Il observait tous ces visages fermés, creusés de fatigue, et dont les regards évitaient soigneusement de se croiser, de peur de déclencher la moindre réaction en chaîne. Des instantanés d'éternité pour le prix d'un ticket de métro. Et vous, Tanguy Viel, quel livre fétiche nous avez-vous apporté ? J'ai amené un grand classique, je crois, qui est Le Château de Kafka. Bon, évidemment, j'ai hésité entre plusieurs livres, mais je me suis dit, est-ce que je pourrais prendre un livre qui a été important à l'époque où je l'ai lu, vers 20 ans, qu'il est encore aujourd'hui, et dont je me sens un peu proche, y compris auquel j'ai pensé aussi en écrivant mon dernier livre. Parce que pour tout vous dire, j'ai failli amener Proust, qui est l'auteur que peut-être j'admire le plus ou que je lis le plus, mais c'est pas moi, Proust. Alors que Kafka, c'est moi. C'est-à-dire qu'il y a un effet de miroir. Chez Kafka, il y a toujours ce sentiment un peu désarmé ou désarmant de pouvoir s'identifier à des personnages qui n'y arriveront pas, voilà, tout simplement. Le château, c'est très simple, puisque c'est l'histoire de quelqu'un qui essaye d'aller vers ce château, qui est censé aller prendre la mesure du château, puisqu'il est arpenteur. Et pendant les 400 pages, c'est un roman inachevé en plus, donc c'est tout à fait décevant à tout point de vue. Il ne va faire que des rencontres qui vont l'éloigner. Bon, je pense que Kafka doit sa réputation un peu de cette histoire de bureaucratie infinie, etc., notamment évidemment à ce livre-là. Mais pour moi, c'est surtout la figure du désespoir d'un narrateur, enfin d'un personnage principal qui n'est confronté qui bute contre tous les murs, voilà, sans cesse. Je vous laisse le glisser dans les rayonnages. Merci beaucoup, Tanguy Viel. Je rappelle le titre de votre livre, La fille qu'on appelle, aux éditions de Minuit. J'en profite également pour remercier le groupe Océania Hotel qui nous accueille aujourd'hui. Prochaine halte de la bibliothèque Vagabonde, ce sera le 15 octobre avec Bastien Vives, dessinateur de BD, avec Océan Noir, le dernier Corto Maltese. À présent, les spectateurs d'Iroise retrouvent leur journal local et moi, le temps d'un générique, je vous donne rendez-vous pour votre supplément d'art.